D'un monde à l'autre. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans D'un monde à l'autre. Le magazine vous est présenté cette semaine encore avec un nouvel habillage parce que cette semaine encore on vous fait voyager. Cette belle musique que vous entendez est signée Amar Sandi. Son titre est Kamal Shuffle et c'est un extrait de son album Sadaqa sorti en 2009. Amar Sandi est un grand bluesman algérien. Vous l'avez donc deviné, on vous emmène en Algérie cette semaine. J'ai le plaisir d'avoir à ma gauche, j'ai envie de dire, ma collègue de la chaîne 3 de Radio Alger, Hayeteddine Khaldi. Bonjour. Bonjour Mayada, et j'ai beaucoup de plaisir de vous avoir à ma droite également. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble et c'est vraiment plaisant de le faire aujourd'hui. Ravi donc de vous accompagner Mayada d'un monde à l'autre, d'Alger à Tunis. Un monde pas si différent finalement puisque on va bien le constater et à quel point la culture, qu'elle soit alternative ou pas d'ailleurs, elle nous ressemble et souvent elle nous rassemble, Mayada. Absolument, et ce numéro tentera d'ailleurs de mettre sous les feux des projecteurs une culture en marge, une culture dite alternative, et ça sera à travers des artistes et des jeunes qui essaient de revitaliser cette scène, mais aussi à travers des espaces dont les activités, les expositions et les appels à la participation citoyenne leur ont permis de se distinguer au sein de la vie culturelle. Et d'ailleurs, pour parler de culture alternative en Algérie, j'ai beaucoup de plaisir d'être accompagnée par Madame Hania Zazoua. Bonjour Hania. Bonjour. Alors elle est artiste designer, vidéaste, plasticienne, illustratrice, créatrice du concept Broc Art, directrice de l'espace Issu 98. On va tenter de parler de tout ça, Hania, avec vous. Oui, avec une boulimique, c'est pas évident. Oui. Avec des attaches aussi avec la Tunisie, on en parlera plus tard. Oui, beaucoup d'attaches. On va voir qu'il y a énormément d'attaches entre vous et la Tunisie. Hania Zazoua, alias Princesse Zazou. Moi, j'adore vous appeler comme ça. Et ici à Tunis, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une chorégraphe et danseuse, Nawel Skandrani, qui va nous parler de la danse en Tunisie, de ses projets, mais aussi et surtout de la nouvelle scène créative tunisienne. Bonjour Nawel. Bonjour RTCI, bonjour Alger. C'est donc en Algérie que nous allons démarrer ce magazine avec ton reportage, Hayeteddine Khaldi. Et dans ce reportage, tu as interviewé Riyad Touad, pharmacien, ancien chroniqueur radio, réalisateur de la web-série reportage Wesh Derna sur la jeunesse qui a des idées et qui entreprend en Algérie. On l'écoute. Reportage. Je pense que c'est un pays très jeune. Je pense que c'est un pays qui est plus jeune que nos propres parents. Algérie, moi personnellement ça m'évoque des voyages. Parce que c'est un pays où on voyage. Les gens sont pas choqués que tu leur parles alors que tu ne les connais pas. Il y a un truc qui est sécrété quand l'Algérie gagne, c'est particulier à l'Algérie. Il y a une certaine spontanéité, il y a une joie de vivre, il y a beaucoup d'humour. partout. Chaque les années 90, on faisait des blagues sur le terrorisme. Il y a plein de richesses et il y a plein de choses à découvrir. Énormément d'associations, énormément de collectifs, énormément d'artistes qui veulent faire bouger les choses, d'entrepreneurs. Une jeunesse qui veut construire, qui est pleine d'ambition. Je connais le potentiel de notre pays et je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a une jeunesse créative en Algérie. Ça donne de l'espoir. Pour changer l'Algérie, il faut que l'individu change. Chacun en lui-même. L'Algérie, en fait, c'est un challenge. Riyad Touad, pharmacien, ancien chroniqueur radio, passionné de son et maintenant de vidéo, donc en d'autres termes d'audiovisuel. Bonjour. Bonjour. D'abord, c'est un plaisir de vous recroiser sur un plateau radio. C'est un plaisir d'être invité par vous, Hayeteddine Khaldi. C'est toujours très enrichissant. À quel moment précisément et exactement vous vous êtes dit Wesh Derna? Vous savez, quand on se lance dans un projet, je ne pense pas qu'il y ait un moment précis qui pousse à entreprendre ce projet. C'est-à-dire que moi je pense que c'est un ensemble de choses, une somme de choses qui s'accumulent et qui vous pousse un jour à réaliser quelque chose. Par contre, il y a effectivement un événement qui a déclenché une sorte de déclic. J'avais vécu pendant 2 ans en France et à mon retour, je me déplace à Alger Centre, dans la rue d'Idouche Mourad. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris du plaisir à me balader dans la ville d'Alger. Quand on part et on revient, on a un autre regard, une autre vision. Tout à fait, on n'a pas le même regard. Oui. Et je voyais Alger différemment. Je voyais les gens différemment. Je sentais de la vie chez les gens, chose que je ne retrouvais pas forcément en Occident. Je me souviens, c'était le 21 juin. C'était un soir de Ramadan. Et Alger, pendant le Ramadan, est très vivante. Il y a un charme particulier dans la ville d'Alger. Et c'était le 21 juin, c'était la fête de la musique. Et je me rappelle que le maire d'Alger avait autorisé tous les musiciens à jouer dans la rue. Je voyais un chanteur de Chabé.
et étant très grand fan de Chabé, donc je l'écoute pendant 10 minutes et je me suis dit, Riyad, tu trouveras jamais du Chabé dans la rue, dans un pays européen. À ce moment-là, toutes les choses qui étaient belles, en fait, je les remarquais. Je me baladais encore un peu, je voyais le vendeur de thé qui venait du Sahara algérien. Et j'ai trouvé ça génial aussi. C'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher et c'était délicieux. Je vais à l'esplanade qui est à côté de la Grande Poste à Alger. Il y avait un concert d'un jeune qui reprenait des classiques de musique algérienne. Un concert gratuit où des familles étaient en train d'assister. Et tout le monde était heureux, tout le monde regardait. Et moi, j'étais heureux à ce moment-là et je me suis dit, c'est tellement beau que j'aimerais montrer cette Algérie au monde. Pas uniquement celle qui est dans la rue, pas celle des chanteurs de rue, mais dans toutes les catégories et dans tous les domaines. Je voulais m'intéresser à la jeunesse créative, à la jeunesse qui faisait des choses. Et c'est comme ça que j'ai eu en quelque sorte le déclic de lancer Wajdelna. Est-ce que pour vous, il y a plusieurs jeunesses? Parce que vous avez dit la jeunesse créative. Partout dans le monde, la jeunesse est multiple, la jeunesse est plurielle. Certains font des choses, d'autres le font pas. Certains construisent, d'autres sont inertes, d'autres détruisent. C'est juste que celles qu'on montre dans les médias et celles qu'on voit généralement dans les médias, particulièrement dans les médias étrangers, ne représentent pas forcément toute la jeunesse algérienne. Et avec Wajdelna, je n'ai pas la prétention de montrer toute la jeunesse algérienne. J'ai juste l'envie de montrer celle qu'on ne voit pas ailleurs, celle qui fait des choses, qui construit des choses. Je m'appelle Mened Rarni, j'ai 22 ans, j'habite à Alger. Je suis étudiante en architecture. J'entreprends un projet de création artistique et de protection de l'environnement. J'aime peindre, j'aime recycler, j'aime faire du sport, aller en forêt, j'aime écouter du jazz. Donc je recycle des matériaux inutilisés, je leur redonne une nouvelle vie. Ça peut être des petits bouchons de parfum, je peux faire des sculptures, des objets déco pour maison et je trouve ça très amusant en fait. Par exemple là, avec ça j'aimerais bien faire des miroirs, par exemple. C'est un rebelle. Ça c'est le gaz. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai imaginé ça en petite lampe. Je pourrais nettoyer tout ça. Ça c'est lourd, mais j'imagine bien avoir une petite lumière dedans et ça fera une petite ambiance tamisée dans la chambre. J'adore. Je vous présente Bonne Nuit et Bonjour. Donc ce sont des portes brosses à dents faites à base de prises triphasées. Donc ça s'ouvre, on peut les nettoyer, on referme et on peut mettre nos brosses à dents dedans. C'est faire de Five Art un modèle, une référence algérienne en création artistique et aussi en protection de l'environnement. Si je devais coacher l'Algérie en tant que personne, déjà je commencerais par l'écouter. Je voudrais qu'elle me raconte son histoire. Et puis après, je voudrais qu'elle me donne l'objectif qu'elle veut atteindre. Ce qui est important. C'est important de connaître son histoire. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Des jeunes à peu près de la même génération que vous avez choisi. Les visions sont très différentes. Elles se rapprochent parce qu'il y a de l'optimisme dans tout ce que dit cette jeunesse, tout ce que raconte cette jeunesse. Est-ce que c'était difficile de convaincre les jeunes et comment s'est fait le choix? Alors si c'était difficile, pas du tout. Toutes les personnes que j'ai interviewées ont tout de suite accepté. Pourquoi? Parce que tout simplement, on partage tous la même vision. Cette vision positive, et voir positif, ça ne veut pas dire être dans le déni. C'est juste avoir l'envie de voir sa condition s'améliorer, la condition de son pays s'améliorer. Et si on n'a pas un objectif positif et une vision positive, je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie. Citez-moi une seule personne négative qui a réussi à atteindre des objectifs. Je pense que non, it's about mindset, comme on dit. C'est à propos, tout est en rapport avec l'état d'esprit. Avoir un état d'esprit positif est important pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et je pense que c'est important qu'on valorise chacun ce qui se passe chez nous, parce qu'on n'est pas conscient de toute la richesse que nous avons dans nos pays, et en Algérie en particulier, donc dans notre pays, et c'est l'essence même du projet Wajdelna. Il y a beaucoup de jeunes dans le projet Wajdelna qui vivent en Algérie, mais j'ai constaté aussi qu'il y a quelques jeunes qui vivent à l'étranger. Est-ce que vous n'avez pas peur que la nostalgie un petit peu influence leurs idées ou qu'ils ne soient pas très objectifs? Parce qu'on a tendance à ne voir que les bons côtés, à idéaliser son pays quand on vit à l'étranger aussi. On aurait pu croire qu'il y avait une certaine subjectivité dans l'interprétation, mais finalement, quand je vois celui qui vit au Canada ou à Strasbourg ou dans un pays étranger et celui qui vit à Alger ou à Ouattara ou à Sidi Bel Abbès ont la même vision, donc je me dis que finalement, c'est une question, encore une fois, de mindset. Vous avez fêté 1 an de Wajdelna récemment dans un cinéma. C'était
très bien organisé, où vous avez regroupé tous les jeunes qui ont participé au projet. Il y en a eu combien jusqu'à présent? Combien de jeunes, combien de numéros déjà faits? Et quels sont les projets pour cette deuxième année? J'ai réalisé une 50aine, la majorité sont au frigo. J'en ai diffusé à ce jour, je pense, une dizaine ou une quinzaine. Ça avait commencé comme une web-série documentaire et puis ça a évolué parce que Wesh Derna, je le dis souvent, c'est du work in progress, en une sorte de média alternatif. Je m'en rends compte, en fait, c'était même pas mon objectif d'en faire un média alternatif parce que j'essaie de couvrir des événements dans différents coins d'Algérie, j'essaie de donner la parole à des jeunes sans forcément le faire sous forme de documentaire, mais plutôt ça ressemble parfois presque à une émission de télé. Juste pour revenir sur ce que je disais, Wesh Derna, c'est une autoproduction, c'est-à-dire qu'il y a personne qui est derrière, il n'y a pas un organisme qui finance ou une institution publique ou privée qui le finance, c'est juste une initiative personnelle. Si j'ai réussi avec une seule caméra et un micro de voyager, de faire voyager le projet Wesh Derna, parce que c'est un projet qui a voyagé, qui a été présenté à Beyrouth, qui a été présenté à Paris, qui a été présenté à Lille, à Alger, à Oran, et il y a même une projection qui est prévue bientôt à Montréal. Donc c'est un projet qui voyage. Pourtant, il a commencé avec une caméra et un micro. C'est vraiment le message de Wesh Derna. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer, même si on n'en a pas les moyens, et puis les moyens viendront après. Est-ce que vous pensez que ça va faire des petits dans les pays limitrophes, les pays voisins, la Tunisie, le Maroc ou même au-delà? Vous savez, est-ce que vous avez été approché pour ça? Non, je n'ai pas été approché pour ça. Par contre, si je peux inspirer d'autres pays à faire la même chose, moi je trouve ça génial. Vous êtes visible sur YouTube, une chaîne? Sur la chaîne YouTube de Wesh Derna, sur la page Facebook Wesh Derna, sur Instagram. C'est le projet Wesh Derna de notre ami Riyad Touet. Un petit mot peut-être pour nos auditeurs de la RTCI en Tunisie. Ah bah je remercie l'ensemble donc des personnes qui sont derrière, sincèrement et du fond du cœur de cette invitation. Je suis très heureux d'avoir partagé le projet Wesh Derna sur ces ondes. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai ou virtuellement. Voilà. Peut-être bientôt en Tunisie. Inch'Allah. Inch'Allah. وطني المفتي الثائر انتهى عصر العبيد أنا حر في الجزائر وطني الأم السعيد وطني المفتي الثائر انتهى عصر العبيد أنا حر في الجزائر وطني الأم السعيد Retour à notre plateau tuniso-algérien. Je rappelle que nous avons à nos studios deux invités. À la chaîne 3 de Radio Alger, Madame Hania Zazoua, artiste, designer, styliste et directrice de l'espace artistique Issu 98. Et ici à Tunis, au studio de RTCI, Nawel Skandrani, chorégraphe. Tout d'abord, Nawel Skandrani, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Wesh Derna? Moi je trouve que c'est formidable. En fait, ce qui est important, c'est de montrer aujourd'hui que tous les jeunes n'ont pas envie de partir, parce que c'est un petit peu l'image qu'on donne aujourd'hui, beaucoup les médias occidentaux. Quand on parle de nos pays, en général, on ne montre que ceux qui veulent partir, ou ceux qui rejoignent Daesh, ou ceux qui veulent se suicider, et on ne montre rien de positif. Et là, au contraire, de montrer le verre à moitié plein et pas à moitié vide, je trouve ça formidable. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, on le dit dans ce reportage, Riyad Touet parle de plusieurs jeunesses. En Tunisie aussi, il y a plusieurs jeunesses. Il y a une jeunesse assoiffée de liberté qui essaie de construire, qui s'active dans la société civile, qui s'exprime dans toutes les formes artistiques. Et il y a une jeunesse qui est minoritaire par rapport à la majorité écrasante de cette jeunesse positive. Et je vous rejoins, Nawel Skandra, qu'il est temps de montrer justement plus que la moitié remplie du verre. Parlons de la danse justement. Quel rapport ont tous ces jeunes aujourd'hui, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, avec la danse? Alors d'abord, je pense que on ne devrait pas parler que d'aujourd'hui, parce que nous, ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de faire comprendre à nos politiques, à tous les décideurs, que la danse est une porte d'accès possible pour tous les jeunes, pour beaucoup de jeunes qui souvent d'ailleurs sont en échec scolaire, etc. Ça n'a jamais été considéré comme un métier réellement, et ça c'est une erreur, parce que on a bien vu le résultat après la Révolution, d'avoir tous ces jeunes diplômés chômeurs. C'était de dire la danse est un métier, et comme ça a toujours été considéré comme une activité secondaire,
Donc aujourd'hui, il y a peut-être, et ça c'est peut-être l'effet après la Révolution, on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, il était temps d'aborder et de se confronter à la danse comme un vrai métier, comme on le considère pour les comédiens, pour les musiciens. Et donc aujourd'hui, peut-être que enfin, on va pouvoir donner un espoir aux jeunes sur pouvoir avoir une formation professionnelle, comme n'importe quelle formation professionnelle, artisanale ou artistique, pour pouvoir ensuite construire dans le futur le métier danseur. Aujourd'hui, c'est en tout cas sur la table des débats au ministère de la Culture, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière. Oui. Et en attendant, justement, les artistes travaillent avec les jeunes. Vous, Nawel Skandrani, vous travaillez beaucoup avec les jeunes dans vos différentes créations, pas uniquement des jeunes tunisiens, donc d'un peu partout. Je pense à Au Secours, par exemple, dans une création dans laquelle vous avez réuni des jeunes de tout le bassin méditerranéen. Alors parlez-nous justement de ces projets où vous avez mis toute cette belle jeunesse sur scène. Bon, d'abord, il faut savoir que la danse, on travaille toujours avec les jeunes, on n'a pas le choix. Donc en fait, moi je suis là à quasiment une 4e ou 5e génération. On a un métier formidable. Nos collègues, ils ont toujours 20 ans. Ouais. Donc, ça, c'est un petit peu une donnée fondamentale de la danse. Ceci étant, oui, bien sûr, dans mes créations, moi d'abord, j'aime beaucoup travailler avec beaucoup de danseurs. J'adore ça. Donc je ne suis pas très partisane des solos et des duos. J'en ai fait. Mais voilà, j'aime toujours avoir beaucoup de danseurs sur scène, depuis que je dirigeais le Ballet National jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'aime faire des spectacles qui parlent des jeunes. Je trouve que la Tunisie est petite en capacité de danseurs. Moi, c'est pour ça que je suis allée chercher dans tout le monde arabe. Et donc déjà, depuis très très longtemps, depuis le Ballet National, j'ai travaillé avec des danseurs algériens. Et je raconterai une anecdote là-dessus parce que c'est une histoire très drôle. Algériens, libanais, palestiniens, égyptiens. Je suis toujours allée chercher ailleurs. Et j'ai toujours prôné une idée qui n'a jamais été prise au sérieux, c'est dommage, c'est de dire individuellement dans chaque pays arabe où il y a de la danse contemporaine, on n'est pas assez préparé pour avoir notre propre compagnie nationale réellement, même s'il y a des expériences et que ça doit exister, mais si on faisait le ballet de la Méditerranée ou de la Méditerranée arabe et africaine, il y a le ballet de l'Europe. C'est un ballet qui a été composé justement et financé par tous les pays européens. Pourquoi ne pas le faire ? Ça nous donnerait une force énorme. Le premier pays arabe où je suis allée chercher des danseurs, c'est effectivement l'Algérie. Et c'est quand je dirigeais le Ballet National. En fait, c'était la première année du Ballet National. Donc le Ballet National a démarré en janvier 92, mais en 91, j'avais déjà été déléguée par le ministère pour mettre en place les choses. Et comme il n'y avait pas assez de danseurs en Tunisie, je me suis dit, je vais aller chercher des danseurs ailleurs. Et comme je savais qu'en Algérie, il y avait beaucoup de danseurs, parce que l'Algérie a été un des premiers pays arabes, probablement le premier pays arabe, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, qui avait développé un ballet national, et il y avait la troupe de la ville d'Alger aussi, avec beaucoup d'apports de l'école soviétique russe. En fait, tout ça s'est arrêté très très vite, en l'espace d'un an, et donc beaucoup de danseurs algériens soit se sont cachés, littéralement, parce qu'ils avaient peur, ou sont partis. Et d'autres ont juste jeté l'éponge. Et donc moi, je suis allée en 91 avec un collègue. Et donc on s'est mis à chercher des danseurs à Alger, dans une ville qui était extrêmement nerveuse, et où les danseurs, effectivement, se cachaient. Et donc on a pris un listing de tout ce qu'on avait trouvé au Théâtre National d'archives, et j'ai commencé à chercher les danseurs. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé Sofiane l'Arabe et Karim Hanoun, que j'ai ramenés à Tunis, et qui sont restés pendant 4 ans. Et Sofiane l'Arabe, d'ailleurs, vit toujours en Tunisie. Et voilà, ça c'était un truc drôle. Aller chercher des danseurs, c'était une espèce de mission impossible. Dans une ville en ébullition. Oui, tout à fait. Oui. Alors, un ballet arabe, ça serait un projet extraordinaire, n'est-ce pas, Hayet ? La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Ania Zazoua, n'est-ce pas ? C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses. Alors, Nawel Skandrani parlait beaucoup donc de ces échanges. Vous êtes venu, Nawel Skandrani, jusqu'à Alger pour chercher des danseurs au début des années 90. Est-ce qu'il y a eu d'autres échanges vous concernant, Hania Zazoua ? Oui. Alors moi, je me définis comme créatrice d'objets oniriques, objets au sens d'objets même de réflexion, pas forcément tactile. Onirique parce que j'ai pas envie de rentrer dans une case parce que je touche à plein de choses. Et je suis une artiste flâneuse.
Donc, je peux flâner au bout de la rue et rencontrer l'épicier, ma grand-mère, et des personnes vraiment improbables et qui m'apportent beaucoup. Et j'ai été en Tunisie aussi. J'ai rencontré d'abord virtuellement une bande d'artistes. C'est bien qu'elle parle des années noires chez nous, pendant le printemps arabe. J'ai rencontré Wassim Roslani, Mina Ammoniak, voilà, Lamine. Et moi, je pensais que c'était le début de la fin aussi. Je me suis dit, tiens, c'est dommage, au moment où je les rencontre, la Tunisie va mal. Et j'ai été heureuse de voir que eux se sont battus, ont continué à faire des choses. Wassim Roslani, à l'époque, était artiste, photographe. Aujourd'hui, il a créé la Maison de l'Image, avec laquelle nous sommes aujourd'hui partenaires pour des projets, notamment un projet qui s'appelle Inkilab. Aujourd'hui, nous sommes, c'est une de mes fiertés, nous sommes pépinière d'artistes et nous sommes mais des artistes de plus ou moins jeunes, parce que contrairement à la danse, nous on peut avoir des très jeunes et des très vieux. Et donc il y a Brocard qui est donc c'est pas une plateforme. C'est un concept, j'ai l'intime conviction que c'est un mouvement en devenir. Je ne sais pas si demain ça va être un mouvement à part entière. Mais je pense que c'est ce qui me définit moi le plus. Et je pense qu'il y a une dame qui m'avait dit mais il y a des choses à faire encore. Je dis mais j'espère que jusqu'à mon dernier souffle il y aura des choses à faire. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont persuadés que c'est fini, qui sont arrivés à quelque chose. Pour moi c'est la fin de quelque chose. Donc il y a toujours des passerelles à créer, à se métamorphoser. Je n'aime pas les cases et j'aime pas être définie, à arrêter dans quelque chose. D'ailleurs le nom Broc Art, oui. Il y a plein de mots dans Broc Art. Oui. Si vous saviez ce que Broc veut dire en plus, alors là, on pourrait... De briques et de broc. Pas du tout, mais non, on pourrait presque passer l'émission dessus. C'est un elfe, en fait, Broc. C'est un orfèvre, mais ça serait trop long à vous expliquer. Mais je vous raconte en fait ce que c'est. On le croise un peu dans vos œuvres. Complètement. Souvent. Complètement. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, au début, c'était vraiment deux pôles différents. Un pôle design, architecture intérieure, ce qu'il y a de plus classique, mais dans le design, et puis un pôle plutôt arty. Et dans l'Algérie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, hélas, il y a un manque cruel, je me suis rendu compte en tout cas, de critiques d'art. C'est-à-dire que lorsque l'on propose des expositions, les gens viennent avec engouement. Sauf que ceux qui peuvent se permettre d'acheter ne vont pas acheter parce que le critique d'art ne leur a pas expliqué d'où ça venait. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on a l'impression que c'est la première fois. Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de continuité. Des fois, je fais des choses et les gens me disent « Oh, c'est super, c'est la première fois que ça se passe en Algérie. » J'ai honte et je leur dis « Mais non !» Et d'ailleurs, je suis heureuse d'entendre la dame qui parle des danseurs des années 80, 70 voilà. et même au début des années 80. J'avoue mon ignorance là-dedans, mais je suis heureuse qu'elle nous rappelle ça, quoi. On a besoin de capitaliser. Est-ce que vous le voyez comme pour la chorégraphie et la danse, comme Nawel Skandara l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous le voyez aussi en mouvement maghrébin, méditerranéen, aujourd'hui, africain, parce qu'il y a beaucoup d'Africains. Alors aujourd'hui, on en est vraiment là. Je pense qu'il faut absolument qu'on se rende compte que nous ne sommes pas obligés d'être validés par l'Occident. Je n'ai rien contre l'Occident, même les passerelles avec l'Asie, l'Europe, tous les continents sont les bienvenus, mais il faut qu'on se rende compte quand même de notre force maghrébine et africaine, de notre richesse. C'est le plus vieux continent du monde. Et c'est triste d'attendre que ce soit mis en valeur par d'autres et qu'on soit épaté quand ce sont les autres qui nous mettent en valeur, alors que ça serait tellement plus simple que nous, on s'en rende compte et qu'on tisse maintenant les liens entre nous. Et d'ailleurs, on a un projet qui s'appelle El Khait, qui est vraiment en gestation. Ça s'appelle El Khait, le fil. Voilà, qui pour tisser des liens. Alors au début, c'était pour mettre en avant toutes les initiatives positives émanant d'Algériens partout où ils sont ou de projets en Algérie, même par des Algériens ou des non-Algériens. On a eu des échanges donc avec des Tunisiens, des Marocains, des Camerounais, et on s'était dit mais pourquoi ne pas justement aller sur quelque chose de maghrébin et d'africain pour mettre en lumière finalement nos forces, parce que nous sommes une force si on s'en rend compte et si on s'allie. Mais il y a une dernière question pour Princesse Zazou. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le poisson que je rencontre sur toutes vos œuvres. Oui. C'est quoi l'histoire de ce petit poisson? Oui, c'est drôle parce que lorsque je vais en Tunisie, ça a une autre signification. C'est quelque chose de très positif. Hout alik, ils disent. Non, quand on dit hout alik, comme on dit khmous alik en fait. Mais en plus, c'est un symbole de fertilité. Et de richesse. Alors, au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était parce que je trouvais que le poisson voguait mieux en eau trouble d'une part, mais d'abord que le poisson, ce petit poisson, pouvait se mouvoir plus que moi. Je parlais en fait de la mobilité. Avec mon passeport tout vert, moi je peux pas aller où je veux quand je veux. Et ensuite, lorsque je l'ai mis sur les yeux des femmes qu'on rencontre sur mes œuvres, c'était pour cacher les yeux, cacher l'âme, et tout le monde les appelait les Algérois, sauf que souvent, très souvent, ce sont des occidentales à qui je mets des caracos, et c'est pour dire que dans les médias, on se trompe lorsqu'on dit que celle-ci ou celle-là qui aurait peut-être mis une bombe ici ou là est une arabe, maghrébine ou africaine. C'est peut-être juste qu'elle a les apparats d'eux et qu'elle ne l'est pas.
Voilà Mayada, je crois qu'une pause musicale s'impose là. Oui, il est temps effectivement de faire une première pause musicale. Puisque nous parlons des jeunes, effectivement, nous parlons de l'engagement des jeunes. Je vous ai choisi la chanteuse et comédienne tunisienne engagée Lubna Noumen dans une interprétation d'une œuvre du grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Il y a sur cette terre ce qui mérite d'être vécu. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Effectivement, il y a sur cette terre ce qui mérite d'être vécu, sinon le monde serait bien triste et bien moche. Hania Zaouzoua. Mayada, donc voilà, merci pour cette chanson de Lubna Noumen. La culture tunisoise actuelle s'inscrit dans une histoire longue, incarnée et mise en œuvre par des femmes et des hommes engagés, bien loin des incantations politiques. Ce rayonnement ne se produit pas nécessairement dans des lieux classiques et habituels, mais s'appuie sur des pratiques culturelles dites alternatives. Issa Khraichi de RTCI nous fait découvrir justement l'un de ces espaces alternatifs consacrés à la participation citoyenne à l'art. Reportage. Nous sommes ce samedi soir en plein cœur de Tunis et plus précisément au Liberté, un café culturel plutôt atypique à vrai dire. Liberté, comme thé et café, c'est en fait un espace qui met à l'honneur la scène culturelle alternative, en d'autres mots la scène underground. Des arts plastiques au cinéma en passant par la musique, le théâtre ou encore la littérature avec l'organisation, par exemple, de cafés philosophiques, de rencontres littéraires et poétiques dont le slam, tout le monde y trouve son compte. Le slam, c'est justement ce que l'on retrouve aujourd'hui au menu avec la toute première édition de Klemrod, un événement qui a pour objectif de réunir la communauté des slammeurs sur la scène alternative. À l'affiche, des slammeurs confirmés qui montent au créneau pour partager avec le public leur passion pour l'écriture. قالت لي حليلتها عدت ليلتها بعلة قليبها يتجمر لا طفاه ما بير ولا يقله يا شي خمير انا التوته بيك نتقلى.
Il faut dire que cette première édition de Klemmerrod met en valeur un riche potentiel. D'ailleurs, de par son concept, le ton est donné. Il s'agit de promouvoir le slam et d'ancrer la liberté d'expression en Tunisie. Organisé par Liberté, ACRO, l'association culturelle de création et de réflexion optimiste, cet événement est animé par une pointure dans le monde du slam qui n'est autre que le slameur et poète Anis Chouchen, désormais célèbre en Tunisie et dans tout le monde arabe. Pour Anis, Klemmerrod est avant tout un acte engagé dans la mesure où il s'agit de réhabiliter des expressions artistiques qui sont dénonciatrices et anticonformistes. Des expressions qui sont aujourd'hui exclues du paysage médiatique tunisien car jugées politiquement incorrectes et dérangeantes. Après la Révolution, on avait un rêve de parler librement et de parler d'une certaine réalité au sein de la société, mais on remarque qu'il y a un bombardement médiatique. Tous les artistes engagés ne trouvent pas la place dans les médias. Sur YouTube par exemple ou Facebook, tu vas remarquer, tu vas trouver des gens qui sont doués. Il y a de la matière, mais les médias ne sont pas focalisés sur ça. Moi j'ai eu de la chance que je peux dire ma poésie ailleurs, mais il y a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Il faut simplement y croire et imposer à chacun de nous d'imposer son identité. Parce que l'identité tunisienne, elle est partagée. Par exemple, là, dans mon texte, moi j'ai bien mentionné ça, que je défends la Tunisie, l'Itchabahli. Je me vois dans cette Tunisie-là. C'est ma Tunisie à moi. Donc à chacun sa propre Tunisie. Il faut simplement croire en soi et être soi pour exister. والإعادة مجتمعات جعلت من العادة عبادة مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة فقد أصبحنا مجتمعات تمزج السذاجة والبلادة. Votre Majesté, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, nous appartenons à des sociétés qui adorent tout ce qui est répétitif et récidive et font de leurs us et coutumes des adorations. Des sociétés dont les rêves demeurent sous les oreillers et dont la culture est en voie de distinction et qui font le culte de la stupidité et de la naïveté. Leur slogan « Non à la différence et non à l'appropriation » qui serait une espèce d'insoumission. Bizarre est devenue notre situation. On glorifie le fait de remuer nos opinions. Nous avons appris à avorter le rêve avant sa naissance. Nous avons appris à vivre dépourvus de connaissances. Une génération qui en suit une autre. Dites-moi, comment trouver la voie alors qu'on n'est même pas maître de soi? Votre Majesté, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, nous n'avons jamais reconnu la nécessité d'être différents, comme si la différence était un déshonneur ou un péché. Voilà que nous sommes submergés par le différent et nous nous diffamons, parce que nous n'avons jamais su que la différence est une richesse, une existence. Toi, enfant d'Adam, que tu sois juif, chrétien, musulman, chiite ou sunnite, ou sans confession, que tu sois blanc ou de couleur, sois juste toi-même et laisse ton être s'épanouir. Embrasse les rêves en profondeur. Dieu t'a créé différent, alors reconnais ta différence, sois l'héritier de Dieu sur terre et ne suis pas comme on suit un troupeau. Sois libre, la terre est universelle. احترف كن خليفة الله على الأرض باختلافك ولا تتبع ذاك القطيع عش حرا يا ابن آدم فهذه الأرض للجميع شكرا. Un très beau texte de Anis Chouchen que nous avons tenté de traduire en français. C'est donc, si l'on veut, dans un circuit parallèle que la culture alternative tunisienne tente de prendre de l'ampleur, en empruntant de nouvelles voies pour trouver son public, faisant ainsi de la rue, des réseaux sociaux et d'endroits comme ce café culturel, des canaux de promotion et de rayonnement. Rassen et Mohamed Labidi l'ont très bien compris. Ces frères jumeaux ont donné vie aux libertés il y a maintenant quelques années. L'idée de leur projet de café culturel est de vulgariser la culture en créant un lieu d'échange pour inciter à la réflexion. Pour Rassen, c'est surtout l'occasion de donner l'opportunité aux jeunes artistes de se produire sur scène et d'exposer leurs projets. Lorsque j'ai fait la conception de ce lieu, je voulais qu'il puisse y avoir un vrai échange intellectuel, culturel et artistique dans ce lieu entre les jeunes. C'est un endroit qui n'est pas classique,
et on veut qu'il soit non formel. Nous, on a voulu que ce soit en même temps une galerie d'art, une librairie, une salle de théâtre, une salle de cinéma, et où on peut s'exprimer de toutes ces manières, de toutes ces façons, de la manière la plus libre possible pour casser les murs, pour casser la normalité imposée tous les jours dans les médias. On a voulu qu'en même temps, il y a un échange. Il y a un endroit où, en prenant un café, il y a un journaliste avec un philosophe, avec un artiste peintre, avec un photographe, un cinéaste, qui peuvent échanger leurs idées, leur vécu, tout ce qu'ils essaient de faire. Leur combat, vous savez qu'être un artiste ou être différent de la société, c'est pas facile du tout. Donc c'est une porte d'entrée, c'est un tremplin. Cette première planche sur laquelle on est assis, c'est une première planche où on peut faire ses débuts. Ses premiers textes de slam, on peut faire ses premiers accords de guitare, ses premières scènes avec un jeune public qui est proche des amis pour qu'on puisse être familiarisé un peu, moins anxieux que sur des grandes scènes. Trouver leur chemin, ne pas se perdre dans la nature qui est très violente aujourd'hui. La façon que ces jeunes font de l'art, il est très différent de ce qu'on est en train de voir dans la mass média, on va dire. C'est très différent. Et c'est ça, ils veulent trouver leur identité, ils veulent laisser une empreinte, se libérer, se dévoiler, extérioriser. Et c'est justement ce qui pousse de nombreux jeunes Tunisois à fréquenter ce lieu. Une véritable bouffée d'oxygène pour des jeunes qui cherchent avant tout à s'épanouir, à se construire et à s'exprimer, et cela à travers des événements culturels. Deux jeunes que nous rencontrons nous confient ce qu'ils apprécient dans ce genre d'espace. Ce qu'il y avait de spécial quand j'ai commencé à fréquenter ce lieu, c'est qu'il n'y avait que ce lieu-là en Tunisie qui faisait ce genre de rencontres, ce genre d'événements, etc. Et puis à partir de là, je suis devenue fan de tous les événements qu'il y avait, le slam. Et ensuite, il y avait un autre événement, Notre-Dame des Mots, auquel j'ai assisté en fait. L'une des choses qui font que je suis devenu quelqu'un qui venait ici de manière très régulière, ce sont des événements et surtout les débats culturels, des débats sur toutes les problématiques ou tous les sujets d'actualité, les sujets qui touchent aux jeunes, d'apprendre à partir de l'expérience des autres. Il y a beaucoup de liberté ici, liberté de penser, liberté d'agir, liberté de faire de l'art, de consommer de l'art. Et puis il y a une énergie très particulière, là où les jeunes vraiment sont comme ils sont en fait. S'affirmer pleinement et s'épanouir. Il s'agit aujourd'hui plus que jamais de besoins essentiels pour les jeunes qui représentent, mine de rien, près de la moitié de la population tunisienne. Et ce que nous pouvons voir lorsque nous observons de près la scène culturelle alternative en Tunisie, c'est justement une jeunesse brillante qui a soif de culture, l'appétit de vivre et qui a surtout l'espoir d'être comprise et entendue. Voilà Hania Zazoua, donc on vient d'écouter ce très beau reportage sur la jeunesse. Le slam, c'est une très belle façon ou un très beau moyen de communication, je pense, pour pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et bien l'exprimer. Et puis comme c'est dit aussi bien que cet artiste Chouchen, moi, j'ai une grande admiration pour lui et pour cet extrait en particulier sur la différence. J'adore. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à Tunis. Et c'est vrai que le slam à Tunis est très en vogue. Et il me semble qu'à la chaîne 3 aussi, vous aviez mis en avant des slameurs et slameuses algériennes. Et c'est vrai que oui, c'est magnifique parce que ça délie les langues. C'est comme le rap un peu. Hein. Oui, j'aime beaucoup. Alors, Hania Zazoua, donc on a parlé de slam, on a parlé de cette façon de communiquer qui est percutante et efficace et qui est un peu différente, c'est ce que vous faites. Ce lieu qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ce lieu artistique, convivial, où on partage beaucoup de choses, Issu 98 est une galerie où j'ai pas envie de dire galerie parce que là on la met dans une case. Voilà. C'est un appartement. Plus précisément. Bien, super, c'est exactement ça. En fait, moi j'appelle ça lieu d'art pour quand même aiguiller sur le fait qu'il y ait de l'art, mais ce n'est pas une galerie forcément. C'est vraiment volontairement que ça a été mis dans un appartement au cœur d'Alger, un appartement haussmannien, donc avec donc de l'histoire, avec beaucoup d'ondes positives. Ça change de morphologie en fonction de ce qu'on y fait. On y expose des artistes. On y a nos œuvres à nous, on y fait donc des ateliers. On le fait là-dedans. L'appartement est suffisamment grand pour qu'on le fasse ailleurs, mais je veux désacraliser en fait l'art et le sortir de cette galerie un peu guindée et sacrée. Donc c'est dans un appartement avec vraiment un lieu de vie. On y mange, on y consomme l'art, la nourriture, on y cuisine et puis c'est aussi un lieu de résidence. On a reçu déjà donc
un Tunisien et 2 Marocaines. On y crée des choses, c'est un lieu de partage qui est vraiment ouvert pour les artistes, pour les écrivains. Donc c'est pour ça que le slam, oui, la musique, oui, l'écriture, oui, mais les arts visuels aussi. La danse, ça serait... Oui, on m'avait parlé même de théâtre un peu alternatif. Et on y est bien. Et puis, on est au cœur d'Alger. Et lorsque j'ai pris cet appartement-là, d'abord, il est au 98 rue des Douches Morad. Et pour moi, c'était un signe parce qu'en 98, la petite Hania, parce que j'étais en fin d'études, en fait, je terminais une partie de mes études en design. En 98, j'avais décidé de ne vivre que de l'art et du design et que ce ne soit pas quelque chose d'accessoire dans ma vie. Et depuis, je n'ai jamais eu notre béquille. Et ça, je tiens à le dire, pas pour dire mais pour dire que c'est possible et que ça peut être crucial dans une vie. Parce que souvent, pour les parents, c'est quand on fait l'art ou le design, c'est en plus, c'est pour s'amuser. Mes parents, c'est le mardi après-midi. Mes parents attendent toujours que ça passe. Ils vont attendre longtemps, j'ai l'impression. Non, je rigole. Là, ça, ils ont capté que c'était important et crucial, mais et voilà. Et on parlait des médias. Mais aussi un peu, il faut le dire, des fois d'autoflagellation. Comment nous parlons de nous-mêmes, maghrébins je pense, mais algériens aussi. Quand j'ai commencé moi à créer sur Alger, j'ai eu des visites d'expats qui eux étaient curieux de savoir ce que je faisais, qui pouvaient acquérir des pièces, etc. Et lorsque des Algériens, avec le même budget, on va dire, n'achetaient pas, au début je le prenais mal et je le prenais pour moi. Après j'ai compris quelque chose de très important, parce qu'ils ont fini par me le dire, c'est parce que c'est Algérien qui l'achète pas. Au début, ils n'achetaient pas parce qu'ils se disaient c'est pas possible. C'est fait par une Algérienne en Algérie, 100% algérien, ça peut pas être bien. Il a fallu qu'il se passe du chemin pour qu'on accepte que oui, il a fallu que finalement, c'est triste à dire, mais que ce soit validé par l'occidental. Après, ça a été validé par une autre catégorie qui sont des jeunes Algériens qui ont voyagé, qui sont revenus avec la niaque et avec l'amour de l'Algérie. Un peu comme ce que disais toi au début du reportage. Exact, oui. On aime l'Algérie une fois qu'on la quitte et quand on revient, on voit tout ce qu'elle a comme toute notre richesse finalement parce qu'on n'en est pas conscient quand on est là. Et je pense que c'est pareil en Tunisie, au Maroc, etc. Et donc, j'ai eu envie de partager cet espace. Quand on a des résidents, je leur demande... Alors, ils mangent comme nous, c'est pas 5 étoiles, hein, mais c'est tellement bon. Et vous les recevez sur place. Sur place. Vous leur cuisinez. Ils ont une chambre d'hôtes. Oui, on les reçoit sur place. Et l'idée, c'est que ce qu'on leur demande en échange, c'est de nous laisser leur expérience algéroise pour qu'on cumule des souvenirs autres que ce qui nous est raconté par les médias occidentaux essentiellement. Donc on est aussi responsable de faire rayonner notre image positive parce qu'on a aussi des choses positives à dire et à partager. Et Nawel Skandrani, vous êtes la bienvenue ici 98. Marhaba. Et Meyada aussi, elle est la bienvenue. Et toutes les deux, vous êtes aussi les bienvenues chez moi, à Alger. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Hayet. Alors Nawel Skandrani, on se reconnaît un petit peu dans tout ce qu'a dit Hania Zazo. Hein. Oui, tout à fait. Quand j'entends Hania, je reviens 20 ans, 30 ans en arrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est toujours là, qui sont toujours d'actualité pour beaucoup. Mais il y a un point qui, justement, n'a pas changé, malheureusement, c'est ce regard qu'on a par rapport au regard de l'occidental. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours combattu par rapport à la danse, par exemple. C'est vrai que les Occidentaux, et plus particulièrement les Français, ont beaucoup aidé au développement et au rayonnement de la danse dans nos pays. Mais malheureusement, en imposant aussi une certaine esthétique, comme si c'est devenu un dictat. C'est-à-dire que c'est ça et rien d'autre. Moi, ce qui m'a toujours énormément énervé, c'est que beaucoup de Tunisiens, dans la danse, ont suivi, sans se rendre compte, ce espèce de dictat, sont devenus un petit peu les bini oui-oui, et ce qui a un petit peu empêché le développement d'une danse qui serait aujourd'hui tunisienne. Je ne parle pas de technique, parce qu'il y a confusion aussi. Les techniques, quand elles ne sont pas les nôtres, il faut les apprendre. Mais on l'enrichit avec notre savoir et notre identité. Et en plus, les identités sont multiples. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais aimé être mise dans une espèce de format où on essaie de nous formater. Donc, pour être chorégraphe arabe, soit il faut être orientaliste, donc être la femme, l'image de la femme arabe, voluptueuse et je ne sais trop quoi, ou alors il faut être misérabiliste. Oui, donc nous, les femmes battues, moi je me souviens un jour, ils m'ont parlé des femmes battues, je les ai regardées, je dis, je sais pas de quoi vous parlez, parce que moi j'ai jamais été battue, j'ai pas de femmes battues dans ma famille. Donc ça c'est quelque chose... Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une danse tunisienne ou d'une danse algérienne, artistique ?
Alors, je vais commencer par l'Algérie. Je voudrais pas me prononcer par rapport à la danse algérienne parce que la danse algérienne a été stoppée quand même et est en train de renaître petit à petit ou de renaître. Parce que ce qui est en train de naître est différent de ce qu'il y avait avant. Je voudrais d'ailleurs saluer au passage, donc il y a cette initiative de remettre en place un ballet national, et il y a aussi des petites compagnies privées qui commencent à naître, mais comme le disait Henia, le ministère de la Culture algérien n'investit pas beaucoup d'argent maintenant sur le privé, mais ça va venir. Donc c'est encore tôt peut-être pour parler aujourd'hui d'une nouvelle vague de la danse contemporaine algérienne. Et je ne veux pas parler des chorégraphes qui sont en France, qui sont plutôt des chorégraphes français d'origine algérienne et qui aujourd'hui viennent en Algérie pour travailler, c'est bien. Mais l'identité algérienne, elle doit naître en Algérie. Alors en Tunisie, oui, il y a beaucoup de chorégraphes. Il y en a peut-être trop. Est-ce qu'il y a une identité tunisienne? Si, quand on va sortir de l'esthétique occidentale et très française de la danse contemporaine, on pourra peut-être commencer à parler vraiment d'une danse contemporaine tunisienne. Elle est encore en train de se chercher. Ça va un peu dans tous les sens. Tout à l'heure, Henia a parlé de poissons qui surfent en eau trouble. Elle parlait des frontières entre l'Europe et le Maghreb. Moi, je dirais que de toute façon, les eaux troubles existent chez nous aussi. Nous, on a toujours circulé en eau trouble parce que on n'a jamais été pris au sérieux. C'est-à-dire que, comme on vient d'une culture, la culture arabe est une culture du verbe, donc c'est le verbe qui est plus important que l'image et que le corps. Donc ce qui est amusant, c'est que en fait, nos politiques, nos décideurs ont toujours pensé que le danger venait des formes artistiques liées au verbe. Donc le théâtre, la chanson, le cinéma, le livre, mais pas du tout la danse. Et donc la danse était regardée pas sérieuse. Donc ça n'est pas uniquement la dimension liée au corps, à la religion, parce que ça a été beaucoup utilisé aussi, notamment par les danseurs et les chorégraphes, y compris de Tunisie. C'est vrai qu'il y a cette dimension, mais ce n'est pas que pour ça que la danse n'a pas été considérée comme une forme artistique. C'est surtout parce qu'elle n'a pas été prise au sérieux. Et du reste, pas seulement par nos politiciens et décideurs, mais aussi par nos intellectuels et artistes. Je peux dire que avant la Révolution et après la Révolution, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai rarement vu un cinéaste venir voir un spectacle de danse. Alors ce qui a changé, c'est les jeunes. Les jeunes des autres formes artistiques sont beaucoup plus proches. Quand Henia a parlé de ponts, on a effectivement beaucoup de ponts. Ça c'est quelque chose qui est en train de changer. Voilà, les ponts, il faut les créer, ils sont multiples. Voilà, les ponts, il faut les créer. Là, on va créer un pont musical entre la Tunisie et l'Algérie. On va poursuivre avec de la belle musique. C'est ce que nous propose Hayet pour la suite. Voilà, oui, Meyada, effectivement, on va vous offrir une chanson algérienne, Qoum Tara, c'est le nom du groupe, hein, Lève-toi et admire. Mais c'est pas la chanson, Qoum Tara, puisque ce groupe propose la rencontre de 4 univers musicaux autour d'un même projet créé et dirigé par le compositeur Karim Maurice. Les musiques traditionnelles chabi, le quatuor à cordes classiques, les musiques actuelles et le jazz. On écoute. زاد الحرير مدحم الكفوف يا مقنا نزلت عنشوف نقلبو العدوان خوف تنروحو في طيرين ونكتايب جراحو نكتالي جاني مجروح طالب طيري علق مع الطيار وراحو عيد لي كان اليوم يروح وغاب علي عوام وعلى محبته كيف جرى ننساه اشجى وعده يا وعده ياك محبتنا من الله اللي سنسه ما قال جفاه يصلاحو بعد ما تولى مسبوع طالب طيري علق على الطيار وراحو عيد لي كان اليوم يروح
Et voilà une belle fusion entre jazz et shabia, très belle musique. Retour donc à nos invités, Nawel Skandrani, chorégraphe. On va terminer avec votre nouveau projet, le dernier, Réexistence. C'est un projet multidisciplinaire. Tout à fait, oui. Alors Réexistence, c'est résistance et existence. C'est un spectacle qui va parler des jeunes danseurs. L'idée m'est venue d'abord avec un jeune chorégraphe syrien qui avait pris un stage avec moi et qui est resté à Damas, contrairement à toutes ces images qu'on a où tout le monde est parti. C'est vrai que beaucoup de gens sont partis, mais il y en a qui restent encore là-bas. Et je parle aussi d'une chorégraphe syrienne qui est encore à Damas, qui continue de créer. Et puis aussi la Palestine, puisque je m'y rends très très souvent, puisque je participe souvent au festival de danse contemporaine de Ramallah, qui pour moi est un des meilleurs festival de danse contemporaine dans le monde arabe, soit dit en passant. Donc je parle aussi de ces Palestiniens qui sont restés malgré l'occupation. Et donc ce spectacle parle aussi des jeunes en Tunisie, des jeunes danseurs qui ont décidé de se battre, de construire leur futur, de reconstruire ce qui a été détruit, qui voient avec beaucoup d'espoir leur futur. Alors la première, ça sera quand ? La première, c'est le 9 mars. On joue le 9, 10 et 11 mars au Ciné-Théâtre Le Rio. Et une tournée en Algérie peut-être Inch'Allah, moi j'aimerais bien. On va le 25 avril, on fera la clôture du festival justement de Ramallah. Bon, c'est le premier pied dans le monde arabe et moi j'aimerais bien, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée en Algérie. Voilà, donc c'est un spectacle dans lequel sont associés pour la musique de création et live Jahor Basti qui est un compositeur, auteur, interprète tunisien qui vit en Belgique. Il y a Sergio Gazzo qui est un graphiste vidéaste italien qui travaille avec moi depuis plus de 20 ans, qui fera la vidéo du spectacle parce qu'il y a aussi beaucoup de vidéos dans le spectacle. Et puis il y a aussi avec moi 7 danseurs absolument formidables. Cette fois-ci ils sont tous tunisiens et une comédienne. Et voilà, il y a aussi du texte. Ils parlent de leurs histoires. Alors c'est un spectacle qui est ludique. Donc où on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on parle de leur questionnement, on parle de leur colère parfois, on parle de leur frustration, mais comment justement et tout ça se transforme parce que on a besoin d'espoir, on a besoin de beauté, et la beauté ça n'est pas uniquement haja mziana ma'ata joli, je déteste ce concept, mais beau dans le sens le beau peut être terrible, hein. On vit dans un pays quand même chaotique. Quand on sort dans la rue, tout est chaotique. Les rues sont chaotiques, les trottoirs sont chaotiques, les constructions, il n'y a plus d'urbanisme dans nos pays. Chacun fait ce qu'il veut, chacun construit comme il veut, on détruit l'environnement. Il faut le dire, moi je crois qu'il faut qu'on se regarde si on veut changer les choses. Et donc, ils ont envie de voir les choses avec un autre regard. Moi, mon rôle dans cette histoire, je suis un petit peu ce fil rouge. C'est un peu à la manière de Cantor. Je raconte leurs histoires, je leur donne la possibilité de raconter leurs histoires, et le temps d'un spectacle, de transformer et de porter leurs rêves sur scène. Voilà, ça c'est très important pour pouvoir peut-être le faire après, mais de porter et de dire que oui, il faut qu'on rêve. Rêver n'est pas un luxe. Rêver est constructif, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est parce qu'on rêve qu'on peut transformer les choses. Et donc, voilà, moi je terminerai là-dessus, que donner à nos jeunes la possibilité de rêver et de leur dire que c'est légitime et nécessaire de rêver. Les plus grands changements et les plus grandes créations dans le monde qui ont bouleversé et fait avancer le monde, c'est parce que c'est les gens qui rêvaient. Voilà, on ne peut pas terminer mieux que ça. Nawel Skandrani, merci beaucoup et bonne continuation. Merci, au revoir à Alger. Oui, merci Mayada. Justement, en parlant de projets, et nous allons essayer de connaître tout de suite les projets de notre invitée Hania Zazoua. Il y en a un qui est déjà sur le feu, qui vient de sortir du four. À vous de voir. Inkilab, c'est un projet qui sonne comme Inqilab, c'est laboratoire d'encre, qui est initié par la Maison de l'Image, donc chez vous, en Tunisie, par Wassim Roslani, avec donc nous, à Alger, avec Brocard, issu 98, et avec le Maroc, qui est l'usine. Et l'idée, c'est de créer une plateforme qui recense les créatifs des arts visuels. On a rajouté aussi une branche qui sont les auteurs, pour aussi les mettre en contact avec les illustrateurs et autres artistes visuels. Donc déjà, la plateforme en elle-même permet de mettre en lumière ces artistes-là, parce que quand il y a des appels à participation ou à projets, etc.,
Ce qui se passe en général dans nos mondes à nous, c'est on appelle celui qu'on connaît, qui va appeler son copain. Ça ne veut pas dire que le copain n'est pas compétent, mais après, c'est voilà, peut-être qu'il y en a beaucoup de relationnel. Exactement. Alors que là, les intéressés peuvent avoir une sorte de portfolio de ces artistes et de pouvoir les contacter directement. C'est une démocratisation de cette mise en relation. Et l'autre inqilab, l'autre manière différente, révolutionnaire quelque peu, on va dire, c'est que jusqu'à présent, lorsque nous, artistes visuels, avons envie d'éditer, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Alors on a le choix, soit faire une petite édition en numérique, donc du coup à l'unité ça coûte très cher, ou pour réduire les coûts, on va en imprimer 1000. Mais quand on imprime 1000, qu'est-ce qu'on va en faire de 1000 si c'est une première initiative et qu'on n'est pas sûr de vendre? Et puis il n'y a pas beaucoup le mécénat aussi. On parlait pas, non, le financement de l'art c'est très très compliqué dans surtout chez nous en Algérie et puis en Égypte. Ça je l'ai appris il y a pas longtemps. En Tunisie aussi c'est compliqué, mais un peu moins que chez nous. Pour revenir à Inqilab, l'autre atout, c'est que Wassim, donc à la Maison de l'Image, a une machine qui va lui permettre d'imprimer à la demande. On peut en imprimer un seul exemplaire. Ça coûte pas plus cher que d'en imprimer 100. Au bout du clic, vous cliquez, vous commandez, vous l'avez et ça s'imprime en 5 minutes chrono. Donc c'est aussi une plateforme de financement en quelque sorte. Oui, en fait, c'est une plateforme comme vous irez sur une plateforme pour aller faire du shopping et acheter, je sais pas moi, un sac, peu importe quoi. Là, vous allez pouvoir acheter le livre graphique d'un auteur, d'un groupe d'auteurs, d'un illustrateur. Et c'est vraiment une démocratisation. Merci Hania Zazoua, merci princesse. Marhaba, merci beaucoup. Merci. J'ai été ravie. De gros baisers d'Alger aux deux dames qui je rencontre virtuellement. Et Nawel, oui, je rejoins vraiment votre avis, c'est-à-dire que on n'est pas contre l'Occident, mais il n'est absolument pas question que ce soit eux qui nous valident. Bien dit, et voilà, on termine sur cette note. Meyada Saheli, merci beaucoup. C'était vraiment très agréable de vous retrouver à l'antenne encore une fois. Merci à Nawel Skandrani. On se fera un plaisir peut-être de vous voir à Tunis ou à Alger. En vrai, c'est comme vous voulez. En vrai, voilà, il n'y a pas que le virtuel dans la vie. Et puis je remercie Karima Saad qui était à la technique avec nous aujourd'hui, Mohamed Toualbi à la réalisation et Monsieur Zoher Hatta pour nous avoir mis le Ménos à notre disposition. On se retrouvera très très bientôt et puis un gros bisou à tous nos auditeurs de la RTCI. Merci Hayat et merci à Hania Zazoua et toute l'équipe qui vous accompagne à Alger, chaîne 3. À la réalisation technique, ici, il y avait Lotfi Gadecha. Je remercie aussi mon invité Nawel Eskandrani qui a été parmi nous. Merci Hayat, merci à nos auditeurs en Tunisie et en Algérie. Et c'est sur la musique de l'artiste tunisien Jesser Haj Youssef qu'on se quitte. Seven Secrets, un extrait de son album Sira, sorti en 2012. Au revoir. D'un monde à l'autre.